peut dire que tu as vécu dans le chaos en étant petit. Il me laissait seul à la maison à 5 ans. Oh punaise. Ouais. En fait, quand j'étais seul, quand j'étais petit ou des trucs comme ça, les deux seules choses qui m'accompagnaient, qui me faisaient tenir un peu, c'était la musique et les jeux vidéo en fait. Si tu veux pas reproduire ce que tes parents ont fait, il faut faire le chemin inverse, mais en étant rationnel. Et elle était trop pure pour moi en fait. Ouais. Et j'étais trop exotique, trop exotique. trop ouais. Alors qu'en fait, j'ai compris plus tard que si tu cherches l'amour, mais en fait, faut déjà t'aimer toi-même. Et en t'aimant toi-même, tu te respectes, qu'on parlait avant, tu vois, de respect et tout ça. Et si tu te respectes, tu laisses pas n'importe qui dans ta vie. Aujourd'hui, je crois que c'est différent, mais avant, il n'y avait pas de suivi pour les enfants où les parents étaient atteints d'une maladie mentale. Je te confirme. Et à quel moment t'as compris que ce que tu vivais, c'était pas vraiment normal? Quand je suis arrivé à l'école, il y a eu, bien sûr, cette discussion de qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis Mélo, elle me regarde, elle me dit, mais écoute, moi c'est clair, tu sois là ou pas, moi je le garde. Parce que depuis toute ma période où j'ai pas bossé, elle m'a jamais jugé, elle a jamais eu de paroles dévalorisantes ou quoi que ce soit, elle m'a toujours soutenu. Ça a été le changement de ma vie pour une vie meilleure en fait. Trying to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Yeah, oh man, I got a lot of goals. Stack that bread and by my nose. Anything is possible. Yeah, trying to get a lot of dough and dirt through all the obstacles, cause anything is possible. Bonjour Bastien. Mais bonjour Mélia. On va commencer le podcast pour se détendre. Donc, tu as des petits papiers. Et puis tu les aux devoirs. Par contre, il y a plein de fautes de France. Tu paniques pas. Si tu comprends pas la question, je te... Alors, quelle est la situation la plus cocasse ou embarrassante? J'essaye d'éviter le plus possible ce genre de situation. Je veux bien te croire. J'étais en couple avec ma femme, donc c'était plus embarrassant que cocasse. J'ai eu des problèmes à mon apprentissage, des problèmes judiciaires. Ok. Je vivais chez les parents de ma femme. Dans la procédure judiciaire, ils ont dû faire une perquisition. Oh my god. Voilà, et bah du coup on me l'a dit directement parce que bah, j'ai eu un procès verbal et tout. Ils ont voulu perquisitionner où j'habitais. Donc devant les beaux-parents. Voilà, enfin ils avaient de la suspicion de vol chez moi. Ok. C'est pour ça qu'ils voulaient procéder à une perquise. Donc j'ai dû appeler mon beau-père en catastrophe, lui expliquer en 2 mots vite fait que les flics vont arriver. Ouais. Et alors ils ont été cool, ils ont perquisitionné que la chambre où j'étais. Ils ont rien trouvé naturellement. Et c'était très embarrassant pour moi. Parce que j'ai toujours été respectueux, toujours été reconnaissant, mais accueilli chez eux et tout, parce que c'était compliqué avec mon père. Je crois que c'était un moment, le moment de honte ultime un peu, quoi, parce que c'est vraiment de la déception et tout ça. Alors ils m'en ont jamais tenu rigueur. J'ai été acquitté dans ce procès. Si tu devais choisir une émotion pour te décrire aujourd'hui, ce serait laquelle et pourquoi? C'est bateau, mais ce serait quand même la joie. La joie? Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, dans parce l'instant que T. ce que je vis, t'envies des choses, tu vois, avec les enfants, avec ma femme. Émotionnellement, c'est intense. C'est intense, mais dans le bon sens. J'en apprends beaucoup. J'ai beaucoup évolué depuis. Si tu serais une peur, quel genre de peur? Peur que quelque chose arrive à quelqu'un de ma famille, de mes enfants ou de ma femme. Je t'ai invité sur le podcast. Donc mon podcast, ça parle de chaos émotionnel. Ouais. On peut dire que tu as vécu dans le chaos en étant petit. Oui. Et puis que tu as été résilient face à ça. Parce que là, tu t'es construit une vie loin du chaos. Exactement. Ma première question, c'est qui est Bastien? Bastien, c'est un enfant qui est issu d'une union de 2 personnes qui avaient déjà eu des enfants à gauche, à droite, de précédentes unions. Moi, j'ai des demi-frères et des demi-sœurs. Une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère, parce qu'ils ont essayé de vivre un moment ensemble, mais c'était compliqué parce que ma mère est atteinte de bipolarité, plus encore d'autres choses, maniaco-dépressive, tout ça. Enfin, émotionnellement, c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui est instable émotionnellement. Et ben, ils ont décidé de vivre chacun de leur côté, mais ils s'aimaient toujours. Et voilà, donc moi, j'allais une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Émotionnellement, j'étais vraiment piqué. Enfin, j'étais très émotif. Pour un rien, je pouvais pleurer et tout. J'avais une période comme ça.
Ouais, c'était très compliqué. Très impulsif dans tes émotions, quoi. Tu Ouais. ressentais une émotion, elle sortait, t'étais en colère, ça sortait. Ah ouais, puis disproportionné, vraiment. Ouais. Ça depuis tout petit. Ça depuis tout petit, ouais. Très impulsif. Je réfléchissais pas à mes actes, en fait. À part la maladie de ma mère, qui était assez spéciale pour moi, je comprenais pas à cet âge-là. Aujourd'hui, je crois que c'est différent, mais avant, il n'y avait pas de suivi pour les enfants où les parents étaient atteints d'une maladie mentale. Je te confirme. Voilà. Complètement. Ouais, Et du coup, je devais faire mes propres analyses un peu, piocher à gauche, à droite de ce qu'on me disait. Et à quel puis, moment t'as compris que ce que tu vivais, c'était pas vraiment normal? quand je suis arrivé à l'école. Ok. Parce que j'allais chez les autres, je voyais leurs parents, ils étaient normaux, ils étaient contents que leur fils ou leur fille avait un copain et puis qu'il l'amenait à la maison et tout, puis qu'on jouait et tout. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'avais un peu honte d'inviter parce que je savais pas comment ma mère était. Elle pouvait péter un câble. Donc, t'avais déjà cette conscience, en fait, que si t'allais amener quelqu'un à la maison, ta maman risquait de faire une dinguerie ou un comportement ou dire un truc. Ouais, puis d'être jugé par mes potes qui disent, mais en fait, t'es bizarre, tu vois, t'as une famille bizarre et tout. J'avais un peu honte. Je retrouvais pas ça chez mes potes. Donc, tu savais qu'il y avait des trucs. Un truc spécial. Ouais, un truc spécial, pas normal, un peu hors du commun. Quand on vit comme ça, un peu dans un chaos, quand on est enfant, on utilise un peu des techniques de défense. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, j'avais tendance, quand je vivais, je sais pas, qu'il se passait un truc, genre, qui était pas normal, que t'entends hurler, que j'avais tendance à voir la scène comme si j'étais extérieure. Je me dissociais de moi. De ouf. Ça te faisait ça? Ouais. En fait, ça, c'est une technique, en fait, c'est que la réalité est tellement violente que c'est trop, en fait. Ouais, puis tu la vois comme un spectateur. Exactement, puis c'est pour te protéger. Ouais. Mais du coup, t'as tendance, en fait, tu te coupes de tes émotions, en fait. Puis après, ce qui est difficile, c'est que je pouvais pas trop en parler au début. Ouais. C'était compliqué, donc je gardais ça pour moi. Mes frères étaient très pudiques aussi par rapport à ça, donc ils en parlaient pas. Mais j'ai encore en tête des choses, on va dire traumatisantes, des choses qui m'ont impacté, et j'ai pas essayé à les effacer et tout, parce que c'était plus un truc de se dire faut pas que je reproduise ce genre de choses. Souvent, soit on reproduit clairement le chaos qu'on a vécu, soit on essaye de pas le reproduire, ou des fois après on est dans l'autre extrême, puis on veut tellement pas le reproduire que genre si par exemple chez nous c'était hyper pas strict, tu vas être méga strict, mais dans l'autre extrême. Puis résultat, souvent ça fait la même chose que si tu l'avais pas été. Donc je sais pas comment toi tu gères. Comme c'était avant dans ma famille, c'était très laxiste, vraiment. Mon père, dans mes souvenirs, quand j'avais 4-5 ans, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, il avait un job dans les assurances où il devait être en relation avec ses clients et tout. Il était à son compte. Donc du coup, lui, ses clients, il les voyait plutôt le soir. Mais du coup, il me laissait seul à la maison à 5 ans. Oh, punaise. La nuit, je me réveillais tout le temps. Premier réflexe, à ma fenêtre, j'avais la vue sur le parking. Je regardais toujours s'il y avait sa voiture. Puis s'il y avait pas sa voiture, je la voyais pas. J'allais voir dans sa chambre. Je voyais qu'il était pas là. Là, la panique, elle commençait à s'installer. Donc voilà. Donc après, je retourne au lit. Je psychote, j'ai peur, je pleure et je dors plus, en fait. C'était une situation que je vivais mal, mais pour moi, elle était normale, tu vois. Bah oui, parce que t'as tout le temps connu ça. Donc, tu comprends qu'il y a un truc qui est pas normal. T'as cette conscience de te dire que, là, je suis en train de vivre un truc, mais c'est pas ce que je devrais vivre, en fait. Voilà. Et en fait, je le subissais, puis voilà, tout simplement. À un moment, ma mère, je crois que c'est ma mère qui m'avait proposé d'aller voir une espèce de psychologue pour enfants. Puis je me suis dit, super, on m'a dit, voilà, tu peux tout lui dire et tout. Je suis allé vers elle, je lui ai parlé. Et puis direct, je lui ai tout dit, tu vois, ce que mon père négligeait dans l'éducation et tout. Elle avait pris la décision, cette dame, de me mettre en foyer. Waouh. Directement, parce que ma mère faisait des allers-retours en HP et mon père n'était pas apte à pouvoir s'occuper d'un enfant. Ça a été un choc, parce que juste avant ça, un de mes frères qui est décédé. T'avais quel âge ? J'avais 8 ans. Ok. J'ai eu 8 ans quand il est décédé. Il est mort d'un accident de voiture, mais côté passager, et ils ont percuté frontalement une bagnole en face, et il a tué mon frère, un père de famille. Et voilà. À partir de là, en fait, là, ça a été le début. Depuis le décès de mon frère, ça a été le début de la fin, en fait. Début du cauchemar. C'est là qu'après, j'ai intégré ce foyer, puis que j'étais là. Et t'as fait combien de temps dans ce foyer ? J'ai fait 1 année et demie. Ok. Voilà.
Puis après, t'as pu retourner chez ton papa? Non, ma mère a décidé de déménager. Elle a dit qu'elle me prenait, donc du coup, je suis allé là-bas. Et puis, ça allait pas du tout parce que, elle était trop laxiste. Elle me regardait pas si je faisais mes devoirs, des trucs comme ça. Puis du coup, moi, je regardais pas si j'en avais. Enfin, voilà. Ouais. C'était compliqué, donc mes notes étaient, voilà. Vers 11 ans et demi, 12 ans, c'est là que tu retournes chez ton père. Voilà. Et en fait, tu vis ton adolescence là, en fait. Exactement. Ok. Ouais. Puis comment tu vis ça, vu que est-ce que là, le fait qu'il y ait eu le foyer, ton père, il est plus présent? Alors, il essaye d'être plus présent, il essaye de comprendre, mais il retombe un peu quand même dans ses travers de pas être là le soir et tout. Il y a des anecdotes, tu vois, par rapport à ça, où une fois, j'avais 6 ans, mes parents étaient partis, donc j'ai pris le bottin de téléphone, j'ai appelé, j'ai dit que j'avais peur. En fait, la dame est arrivée. Ok. Donc j'ai appelé une dame, j'ai senti que c'était mieux. Ouais. Je lui ai ouvert la porte et tout, elle est venue s'occuper de moi chez moi. Et elle a attendu le retour de mes parents, ils les ont engueulés comme pas possible et tout, que c'était pas possible. Mais ça leur a pas servi de leçon. Et tu t'es fait engueuler par tes parents? Non, ils se sont sentis tellement bêtes que ils savaient bien que... Non. Et puis comment t'as vécu du coup ton adolescent là-dedans? En plus, j'étais insolent avec les profs, j'étais pas insultant, mais j'étais insolent, j'étais dans la provocation, je les cherchais, j'essayais de les pousser à bout et tout. Je me rappelle aussi que la directrice à l'époque où j'étais, elle voulait me remettre en foyer, elle voulait me mettre en foyer, elle savait pas que j'en ai déjà fait, mais c'était très compliqué. Et c'est allé au final, j'ai pu me reprendre au dernier moment. Et puis j'ai pu décrocher en même temps, j'ai été le premier de ma classe à avoir décroché un apprentissage. Ok, justement, c'est ça, c'est que toi, t'as quand même fait une formation, malgré tout ce qui t'est arrivé, t'aurais pu. C'est quoi qui a fait là, à ce moment-là, justement? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit ça et que tu t'es pas laissé aller, puis que tu t'es dit... c'est l'apprentissage, en fait, parce que ça m'a mis directement, après les 8 semaines de vacances, tu vois, boum, tu commences direct un apprentissage, j'étais directement dans un cadre, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et la poste, c'était quelque chose quand même de prestigieux et tout. J'étais assez fier, quoi, j'étais assez fier. Et c'est là que tu rencontres ta femme? Oui, à l'Esther, à l'école de commerce. Donc là, t'as quel âge? 16 ans. 16 ans? Ouais. Un petit bébé. Voilà, un petit exactement. Bébé. C'est là que je l'ai rencontrée. Je suis tombé amoureux de coup de foot direct. J'ai vu qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle a des yeux aussi hypnotisants. Elle me laissait pas du tout indifférent. J'ai beaucoup de respect et je voulais pas qu'il y ait mettre un vent. Ouais, voilà. Voilà. Ça, c'était ma hantise. Elle t'impressionnait un petit peu ou c'était ça? Ouais. J'ai appris qu'elle était déjà en couple et tout. J'étais dégoûté et tout. Mais voilà, je me suis dit, tu m'étonnes, elle peut que être en couple. Enfin voilà. C'est un crime. Ouais. Mais elle était très proche avec moi. Elle était tactile un peu et tout. Elle me prenait le bras, tu vois, comme ça et tout. Et... Tu sentais que tu la rendais pas indifférente, en fait. Je sais pas. Ouais, non, alors, mais j'avais... Tu savais pas si c'était de l'amitié ou c'était plus, c'est ça? Je me dis, voilà, elle a un copain, c'est bon, tu vois, parce qu'elle faisait ça alors qu'elle avait un copain. Donc, on a attendu quand même une année et demie. Hein. Ouais. Voilà, où moi, entre-temps, j'ai eu peut-être une relation très courte, mais je l'avais beaucoup en tête quand même. Je parlais beaucoup d'elle autour de moi. Et à la fin de la 2e année, j'ai appris qu'elle était plus avec son copain. Oh zut! J'étais refait de fou. C'est là que j'ai commencé à prendre les devants. Elle adorait les pizzas au thon et tout. Je dis qu'est-ce que t'adores? Voilà, ça n'a pas changé. Elle adorait tout ça. Elle adorait ça. Elle me disait qu'elle était très compliquée, mais qu'elle adorait les pizzas au thon. Je dis on va aller dans une pizzeria et tout. Première fois de ma vie que je réserve un restaurant et tout. Bon, moi j'avais fait les choses en grand. Ouais, c'est clair. C'était très galant, très courtois, mais très respectueux. J'ai rien tenté. Et puis après, on refaisait un peu notre vie un peu à côté. Elle me dit c'est bientôt ton anniversaire. Elle s'en était souvenue. Puis je dis elle me dit mais j'ai un cadeau pour toi et tout. Je dis je suis pas étonnée de me alors après le cadeau, elle m'a offert un week-end à Disneyland Paris. Elle a vu les choses. Encore plus. Ouais. Là, c'est trop, tu vois. Je me dis, mais soit vraiment, elle a des sentiments pour moi, soit je suis son best friend de ouf. Ouais, friendzone, quoi. Puis si je tente un truc, et puis que c'est pas le bon, non, mais là, très déstabilisé, tu vois. Jamais on m'a offert ça, même mes parents. Non, c'est clair. Et elle m'offre ça comme ça, de but en blanc. Et du coup, j'arrive chez elle. Ses parents très accueillants, ses sœurs très accueillantes. Là, tu sens que t'arrives pas dans la même famille que toi. Là, j'arrive dans une famille, mais c'est la famille modèle, tu sais. C'est un peu la famille des séries télé. À l'américaine. T'as T'as ce truc hyper famille.
exactement, et tout, et ils veulent apprendre à te connaître. Tu la trouvais trop bien pour toi ou Ouais, bien ouais, beaucoup trop. ça Moi, je pensais moi, j'étais même sûr que je l'intéressais pas, parce que on est dans deux mondes différents, exactement, et elle était trop pure pour moi, en fait. Ouais. Et j'étais trop exotique, trop exotique, ouais, trop bizarre, trop chaotique, tu vois. J'ai dit, bon, vas-y, je prends mon courage à deux mains, et le soir, avant d'aller se coucher, puis je lui ai avoué mes sentiments. Moi, je suis romantique à fond et tout. Okay. J'ai dit de fermer les yeux. J'ai dit, moi aussi, j'ai un cadeau à t'offrir. Ferme les yeux. Je dis, donne-moi ta main. Elle me donne sa main, je la prends, puis je la mets contre mon cœur, tu vois. Elle était toute gênée et tout, puis elle a dit oui, puis on s'est embrassé direct et tout. C'était très cucu et tout, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Puis 17 ans, je veux dire, c'est trop chou. Puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. Après, c'est là qu'on n'a pas perdu de temps. Mélo arrêtait pas de vomir à 6h du matin avant d'aller en cours. Elle allait faire le test. Moi, je m'assois et tout. Je crois que j'ai pas trop compris. Et elle dit, il est positif. Puis là, qu'est-ce qui se passe pour toi quand on t'annonce ça? J'étais pas bien parce que il y a plusieurs choses qui se mélangeaient. La première chose, c'est que je me sentais mal au niveau de ses parents. 3 semaines avant les résultats du CFC, enfin il y avait plein de choses comme ça. C'était très 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 compliqué. J'étais pas bien dans le sens où c'est pas ce que je veux, parce qu'elle arrivait pas, c'est arrivé par surprise quoi. Bah oui, c'était pas prévu quoi. C'est pas ce que je veux, et je le fais en plus sous le toit de mes beaux-parents quoi. Si moi ça m'arrivait, si j'étais à la place de mon beau-père, je l'aurais encastré vraiment. Voilà. T'aurais pas eu la même patience. Non, clairement pas. Il y a eu, bien sûr, cette discussion de qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Puis Mélo, elle me regarde, elle me dit, mais écoute, moi c'est clair, tu sois là ou pas, moi je le garde. Compliqué. Ouais, je pense, j'imagine. Ouais. Je dis, pour moi, il y a tout qui s'effondrait. J'avais tellement de perspectives d'avenir avec elle avant ça. Oui, bien sûr. Et il y a tout qui se chamboule. Je me suis dit qu'elle est prête. Alors, je le savais déjà avant. Comme elle s'occupait des enfants avant et tout ça, je la voyais déjà. Mais pour elle, c'était acté. Et j'ai dit, d'accord. La grossesse s'est très mal passée parce que ses vomissements ont continué. Elle a perdu je sais pas combien de kilos. Elle a dû être hospitalisée et tout ça. Donc, mais c'est ça et tout. Non, mais franchement, ça m'aide pas, tu vois. Ben, c'est clair. Entre-temps, j'ai eu le résultat du CFC. Je l'ai passé haut la main. Genre, j'étais le premier surpris. Voilà, j'étais content. Elle l'a réussi aussi. On va trouver un appartement. Donc elle a continué son job. Et en fait, sans le savoir, c'est des années plus tard que je le sentais, mais je rentrais en dépression en fait. Ok. C'était une grosse dépression. Et je me laissais aller. J'allais, on avait un studio de musique, j'allais tous les jours là-bas avec les canettes de bière et tout, j'avais pas de boulot après mon apprentissage et je faisais rien pour en chercher en fait. Et je devais faire des recherches mais je les faisais pas. Du coup c'est Mélo qui les faisait à ma place. J'étais absorbé dans la musique parce que moi la musique c'est toute ma vie, parce que en fait quand j'étais seul, quand j'étais petit ou des trucs comme ça, les deux seules choses qui m'accompagnaient, qui me faisaient tenir un peu, c'était la musique et les jeux vidéo en fait. Écouter de la musique et jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'était ton... mon échappatoire. Voilà, exactement. C'était mon échappatoire. Ouais, ton échappatoire. Et j'écoutais beaucoup de rap français, puis c'était à l'époque où ils étaient là, Falcon, nanana, ouais. Tu vois. En tout cas, je m'orientais plus dans ce style-là. Et je m'éduquais beaucoup par rapport au rap français. J'ai rencontré plein de gens, c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Tout à fait. Et puis que j'ai fait du son avec des gens qui adoraient le rap autant que moi. Puis moi je faisais les prods, j'étais aussi le DJ. DJ Cardassier. Est-ce que toi tu réalisais, parce que déjà souvent un papa il réalise pas quand il a 30 piges. Alors parce que vous le portez pas, puis c'est non. Tu t'imagines sans t'imaginer. C'est tout à fait ça, ouais. Je m'en rendais pas forcément compte. Je me rassurais parce que il y avait Mélo qui était là. Ouais. Et du coup, je savais qu'elle avait les épaules pour, donc je me reposais beaucoup sur elle. Et pendant l'accouchement, ça s'est très mal passé. Elle perdait énormément de sang. Toi, tu comprends là qu'il se passe un truc de pas normal ou... Ouais, mais je sais pas, il y a tout qui se mélange. Elle était en train de mourir, Mélo, tu vois. Et moi, je comprenais pas trop, tu vois. Ça a été l'expérience la plus traumatisante vraiment de ma vie, je pense. Donc, ma fille arrive.
Je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pense que tout le stress accumulé et tout ça, ça sort. On me la donne très rapidement dans les bras. Première fois que j'ai un enfant dans les bras de cette taille. Et je les vois faire des allers-retours. Et là, j'ai ma fille, mais je lui dis, ça va aller, maman, ça va aller, ça va aller. Mais j'y croyais pas. Je la perdais, mais le soir, là. On dit, voilà, on a pu stabiliser l'état de votre femme et tout. C'est là que j'ai pu la voir. Et elle était là sans être là. J'ai vécu la guerre, là, vraiment. Et le lendemain matin, je me suis réveillé. Le premier truc qui m'a réveillé, c'est les sages-femmes qui s'excitaient parce que ma femme a encore fait une perte de connaissance. Voilà, je me réveille, je vois tout le monde qui s'excite et tout. Et Mélo, d'un coup, elle se réveille, puis je sais pas, elle s'est réveillée et la première chose qu'elle dit, elle fait, t'inquiète pas, rendors-toi, Bastien. Et après, ça s'est stabilisé, ça allait beaucoup mieux. Et puis, c'est là qu'on a pu commencer notre aventure. Avec toutes ces émotions et tout ça, j'ai commencé à avoir des angoisses, en fait. Je savais pas ce que c'était d'avoir des angoisses. Et il m'a fallu aussi un moment pour comprendre que c'était des angoisses qui m'arrivaient. Puis voilà, puis ça part, puis ça revient, puis ça part, puis ça revient. Ouais. Je me dis, ouais, bizarre, mais je garde ça. Et ça m'est arrivé pendant 3-4 mois. On en avait discuté. Je t'en avais fait part de ces impressions-là. Et puis tu m'as dit, mais c'est des angoisses, tu vois. Ça m'en a tout l'air. Et puis, c'est là que je me suis dit, bon, bah, ok, c'est dû alors à un choc émotionnel fort. Et puis donc, elle s'en est occupée beaucoup et tout. Et moi, j'étais juste à côté, je prenais mes marques. Mais c'est vrai que s'il fallait que je reste tout seul avec ma fille, c'était pas possible. J'avais trop peur. T'avais peur de quoi? T'avais peur de... Oh, qu'il se passe quelque chose et que de pas gérer, en fait. Et que je sais pas comment faut faire ou de surinterpréter la chose, de surréagir et puis de faire quelque chose de mal. Donc j'avais très peur, puis ça, elle l'a vite compris, Mélo. Et là, je me dis, voilà, c'est une autre tempête qui arrive. Comment je vais faire pour surmonter ça, tu vois? C'était très compliqué. Enfin, je devais dealer avec ça, je devais dealer avec ma famille. Après coup, ma mère voulait commencer à la voir. Je veux voir ma petite fille, nanana, tout ça. Puis je dis, mais là, c'est pas possible et tout, je suis pas bien. Je commençais après à harceler chez mes beaux-parents, à appeler et tout ça. Et là, ce jour-là, pour protéger Mélo et ma fille, j'ai coupé court avec ma mère. Ma femme, elle avait peur de ma mère, en fait. Toi, t'as tout le temps vécu là-dedans, donc malheureusement, on a habitué comme ça. Tandis que pour Mélo, qui a tout le temps vécu dans Walt Disney. Elle était très radicale, tu vois. Ça a duré très longtemps. Entre-temps, on a eu le deuxième. Ouais. On a eu Evan, notre fils. Moi, je commençais à prendre confiance à comment m'occuper d'un enfant et tout, gentiment. Même sortir la poussette, des trucs comme ça. J'en faisais des cauchemars, limite, tu vois. T'avais toujours peur qu'il arrive? Ouais, que s'il arrive quelque chose, je sais pas quoi faire, tu vois. Okay. Alors après, dans l'instant T, je pense que j'aurais bien réagi et tout. Mais voilà, en fait, j'étais dans cette dépression, que je savais pas que c'était une dépression. J'avais des angoisses, des trucs comme ça. En fait, j'extrapolais tout. Elle me parlait du deuxième. Je lui ai dit, ben oui, mais avec ce qui s'est passé pour le premier accouchement, j'ai très peur et tout. Puis elle a su me rassurer. Donc 3 ans après, on a eu Evan. Là, c'était un accouchement nickel et tout. Là, c'était vraiment, ça s'est bien passé. En fait, la voie était ouverte maintenant. Ouais. Et là, t'as réussi plus à trouver cette place, à être un peu moins anxieux et puis totalement. Là, j'ai pris beaucoup plus mes marques. Le soir, c'est moi qui m'occupais tous les soirs des enfants. Je leur donnais le biberon la nuit quand ils se réveillaient et tout. Ça, Mélo pouvait se reposer. Moins anxieux, mais t'as toujours cette dépression. Je suis moins anxieux personnellement, tu vois. Ouais. Parce que en fait, ce qui me pesait beaucoup, c'était de pas réussir à épauler ma femme, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis c'est ça, je me mettais des grosses pressions par rapport à ça. Et en fait, ce qui me manquait, c'était un job, une activité vraiment fixe, voilà. Mettait un cadre et puis totalement. J'en avais pas, quoi. Ouais. Et j'en pouvais plus. Et je pense que ça m'a énormément affecté. Je me rappelle qu'une fois j'en avais pleuré. J'ai dit ah non, j'en ai marre, je veux un job, n'importe quoi. Et puis là on parle du troisième. On dit ça te dirait pas comme dernier un troisième et tout. Allez, pour la route, hein. C'est ça.
Et puis je dis voilà, bah oui, vas-y, pourquoi pas, allez, soyons fous. Quand elle est tombée enceinte, bah super, ça s'est super bien passé. Donc c'est un bébé Covid. Mélo a attrapé le Covid en étant enceinte. On se faisait des films, on savait pas trop et tout. Au final, ça s'est très bien passé. J'avais eu des jobs avant, mais à chaque fois c'était des jobs placés. Et puis à chaque fois je faisais 9 mois. Donc en fait j'avais ce cadre, mais j'avais pas ce salaire qui permettait de me un peu, tu vois. Bien sûr. Le cadre, je l'avais, mais là, j'en pouvais plus parce qu'il me fallait un vrai job. Ça. Avec un 13e, avec... Exactement, des vrais, voilà. Et un statut, tu vois, dire aux gens aussi, voilà, je bosse là-dedans. Et le jour où je commence ma mission, donc mon travail à Migros, je me lève, je dis, Mélo était déjà levée, elle entendait mon réveil, et puis elle dit, écoute, tu vas pas bosser aujourd'hui. Je dis, attends, quoi? Elle dit, je vais accoucher. Je leur avais déjà un peu expliqué que ma femme était enceinte, que ça pouvait arriver pendant la mission. J'ai jamais pensé que c'était le premier jour. Bah non, évidemment que non. On prévoit pas ce genre de choses. Non. Et on m'a dit, soit vous restez, mais on prend quelqu'un d'autre, soit vous venez le lendemain. Du coup, je suis allé bosser. Dès le lendemain. Et puis j'ai fait les 2 mois là-bas. Ça s'est super bien passé. Et c'est là que j'ai découvert après qu'ils allaient ouvrir avec un truc avec la poste et tout ça. Oh, tiens, la poste, en fait, ça me parle. Et puis j'ai postulé, puis j'ai été pris. J'étais super content. Enfin, premier job avec un contrat et tout. Et puis voilà. Je rencontre une amie qui me parle d'une école de polissage qui va ouvrir dans une entreprise en association avec une agence d'intérim. C'est vrai qu'avant le Covid, j'ai fait une reconversion dans le polissage, puis j'allais un peu à gauche, à droite et tout. J'ai eu quand même des jobs, mais à chaque fois, c'était des relations courtes. Donc, j'ai intégré le truc de polissage, donc j'ai donné ma dédite. J'ai commencé cette formation. J'ai fait ça pendant 1 année, du coup. Et je voyais que ça commençait à se casser la gueule parce que la vente du produit devait se faire 6 mois après notre formation. Il y a eu des postes ouverts dans l'entreprise où je bossais. Je passe un entretien d'embauche. Là, je vois que c'est un autre level, c'est très poussé et tout ça. Mais vas-y, challenge. Et puis, je fais l'entretien d'embauche et j'ai été pris. Et puis, voilà. Maintenant, là, t'as le job, on pourrait dire que celui que tu rêvais avant que tu... Alors, concrètement, le job que je fais, non, parce que il est très poussé, très dur. Il y a beaucoup de responsabilités. Si tu fais une erreur, il y a des retombées monumentales. Moi, je me dis, il y a pas mort d'homme, tu vois. Grosse pression de l'entreprise. Grosse pression. Mais par contre, là où c'est un peu de rêve, c'est au niveau du salaire où je suis bien payé. Les prestations, je suis très bien. C'est juste que mentalement, c'est une charge quand même très forte. C'était pas ma notion du travail à la base. C'est vrai qu'arriver des fois à la maison, c'est compliqué. Vous avez trouvé une certaine stabilité? Ouais, gentiment. C'est pas tous les jours facile. On doit vraiment faire attention à nos dépenses. On n'a toujours pas le permis de voiture ni l'un ni l'autre. Ouais, vous avez dû faire des sacrifices parce que vous avez eu des enfants jeunes. Et puis ça, c'est... Ouais. On a fait un peu le chemin à l'envers. Ce que je me dis, c'est que vraiment, j'ai eu de la chance parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un pilier comme j'ai eu avec ma femme qui au quotidien te juge pas parce que depuis toute ma période où j'ai pas bossé, elle m'a jamais jugé, elle a jamais eu de paroles dévalorisantes ou quoi que ce soit, elle m'a toujours soutenu. Ça a été le changement de ma vie pour une vie meilleure en fait. Tu penses que si tu l'aurais pas connue, ta vie, elle aurait été plus chaotique? Je me serais laissé aller. Elle, c'était ma bouée de sauvetage. J'avais personne. Je me serais jamais tenté à des vices trop gros, dans de l'alcool à foison et tout, tu vois. Parce que dans ma vie, la drogue a toujours été présente du côté de ma famille. Mon frère qui est décédé avant était beaucoup porté dans les drogues dures parce qu'il était chimiste. C'était quelqu'un de très très fort. 2e meilleur du canton. Tu aurais pu faire Breaking Bad 2. Exactement. Mais c'est ce qu'il faisait un peu. Il créait ses propres drogues. Il testait ses propres drogues. Il avait fait une overdose et tout. Et puis j'étais face à ce genre de choses. Donc ça t'a plus fait peur ou dégoûté plutôt que donner envie d'aller là-dedans, quoi. Voilà. L'alcool à cause de ma mère, parce que quand elle s'est réfugiée là-dedans, vraiment, elle était dans des états pitoyables. Je me suis dit, mais jamais, au grand jamais, faut que je sois là-dedans. J'ai toujours eu ce recul, tu sais, quand on disait de se regarder derrière. J'ai toujours eu ce truc, mais même pour moi-même, de prendre ce recul et de me regarder, de me remettre en question et tout. En fait, je me plaignais, mais je faisais rien. Et du coup, c'était compliqué. Ça, c'était vraiment ma grosse ombre noire au tableau, tu vois. Je pense que j'aurais pu accroître une dépression beaucoup plus grosse. Et tu vois aussi, j'ai une relation avec la mort qui est très très spéciale parce que ma mère, au vu de sa bipolarité, elle a fait 5 tentatives de suicide. C'est plus des appels au secours. Ça m'est arrivé, j'avais 14 ans, qu'elle m'appelle puis qu'elle me dit ouais c'est fini aujourd'hui, je me fous le tour et puis moi je l'appelle et puis enfin je suis au téléphone avec elle et puis
je suis avec des potes, mais je dois m'extirper, je reste au téléphone avec elle, et puis non, et tout, j'essaie de la calmer, nanana. À 8 ans, j'étais posé devant Espacité, devant la grande tour Espacité. J'attendais ma mère, et d'un coup, j'entends un gros paf, tu vois, et juste en face de moi, je vois un mec écrasé par terre. Qui a sauté. Je vois quelqu'un qui sort du restaurant juste à côté, qui pose un linge sur la tête de la personne. 5 minutes plus tard, tous les flics, l'ambulance, tout ça qui arrive, ils montent un espèce de château gonflable, très compliqué, tu vois. Ce rapport-là, et je me dis que ça touche beaucoup de personnes. Je pense que ça m'aurait plus qu'effleuré l'esprit, je pense. Pour moi, c'est énorme. T'en as marre, je vais mettre fin à mes jours parce que c'est trop pour moi. Et exactement. C'est un choix. Et je pense que si j'avais pas eu Mélo, ça aurait peut-être été un truc que j'aurais fait. Ou alors ça m'aurait broyé le cerveau pendant longtemps. J'aurais broyé du noir, penser à ça, dire que c'est peut-être la meilleure solution. Donc voilà, mais heureusement qu'elle est arrivée, c'est ça qui a tout changé, parce que je me dis, même quand j'étais avec elle, tu vois, il y avait ces idées qui revenaient, tu vois, des fois. Là, ça valait la peine de vivre, de se battre pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une perspective, tu vois. Bien sûr. C'est un tournant dans ma vie, c'est vraiment le tournant majeur dans ma vie qui a fait que... Après avoir donc vécu ce chaos dans l'enfance, après t'es devenu papa tôt. T'es quel genre de papa maintenant, en ayant vécu tout ça? Je suis un papa très spécial dans le sens où je suis jeune et que je m'intéresse encore aux nouveautés. Maintenant, Leïla qui a 12 ans aujourd'hui, je sais les choses dans quoi elle parle avec ses copines et tout ça, je sais très bien leur manière de parler. T'as moins ce décalage en fait générationnel. Exactement, ouais. Et puis ça leur fait du bien. Evan, il joue gentiment à Fortnite, je le dégomme. Et en plus, j'ai ce truc de compétition, je le laisse pas gagner parce que il faut qu'il apprenne à se dépasser et tout ça. Vu qu'il y a eu beaucoup de laxisme dans ma jeunesse, dans mon éducation. C'est quand même ce truc d'avoir un cadre, des interdictions, mais j'explique pourquoi il y a ces interdictions-là. Ils savent que pour sortir, c'est pas avec moi qu'il faut sortir, qu'il faut prévoir des trucs, aller à la piscine, des trucs comme ça. Moi, ça n'a pas été mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. Par contre, là où ils peuvent compter sur moi à 200%, c'est sur le relationnel, c'est sur les questions qu'ils ont, n'importe quelle question, le soutien psychologique, le soutien affectif. Je leur dis 30 000 fois par jour, je t'aime. Tu vois, ça, il manque de rien par rapport à ça. Avec mes enfants, il n'y a aucun tabou. Mais par contre, il faut qu'il y ait du respect. Ça, c'est une valeur importante pour toi, le respect? La loyauté et le respect, c'est les deux choses les plus importantes. Ils le savent. L'intégrité, faire les choses sans qu'on se dise... qu'on se fait voir, tu sais. Fais les choses bien, c'est tout. Sans attendre une reconnaissance, un machin. Voilà. C'est ça aussi. Et ça, c'est des valeurs que tous les jours, je leur martèle. Donner des solutions, des outils. Voilà, je suis pas là sans s'infuse, mais je leur parle avec le cœur. À chaque fois, je leur parle avec le cœur. Moi, on prenait pas de gants avec moi. Ça, je les protège le plus possible. Je les protège aussi de ma famille. Je les prends des fois avec moi chez mon père et tout. Mais par contre, j'ai jamais invité mon père ou ma mère chez moi. Tu protèges ton cocon. Ouais, j'ai toujours cette barrière de jamais les inviter chez moi. S'il y a quelqu'un qui est actuellement jeune, qui regarde ce podcast et puis qui est dans une famille où il y a le chaos émotionnel et puis qui se dit que sa vie elle est foutue parce que il y a quand même, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais t'as quand même ce truc, est-ce que je vais être comme eux? Moi, j'ai toujours eu cette peur de leur ressembler ou de finir comme eux. C'est hyper méchant ce que je dis. Moi, ce qui m'a aidé, si je peux donner un conseil, toujours se remettre en question. Demande-toi si t'es une bonne personne ou pas. C'est con à dire, mais par tes gestes, par tes pensées, de savoir si t'es une bonne personne fondamentalement, que tu veux du bien aux autres, te remettre en question tous les jours. Tu fais ta journée et à la fin, le soir, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que si et ça fait du bien? Voilà. Et tu continues et tu lâches pas. Parce que un jour, ça paye. Ça va t'apporter quelque chose de bien dans ta vie. La vie, elle est pas faite de hasard, de machin. Construis-toi des valeurs en premier. Même si c'est pas la même que tes parents d'ailleurs. Exactement. C'est ça. Exactement. Tes propres valeurs à toi. Si tu veux pas reproduire ce que tes parents ont fait, il faut faire le chemin inverse, mais en étant rationnel. Tu sais c'est quoi le mauvais? Il y a deux extrémités. Oui, de trouver cet équilibre entre les deux. C'est l'équilibre qui fait tout. Et quand tu touches le fond, t'as plus envie d'y retourner. Tu fais en sorte de maintenir quoi. Sois loyal envers toi-même, parce que si t'es pas envers toi-même, tu le seras pas envers les autres. Et la loyauté est beaucoup plus forte que l'amour. L'amour fait partie de la loyauté. Si t'es loyal, si t'arrives à rester dans tes valeurs, t'es plus fort que tout le monde. Et ce trésor-là, après, tu peux le transmettre à tes enfants. C'est si tu verrais
genre le petit Bastien là qui avait pris le soir le téléphone à 5-6 ans là parce qu'il y avait pas ses parents puis qui a appelé quelqu'un et tout dans cette détresse là, dans cette peur là, qui avait sans doute peur de ce qu'allait l'attendre. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Ouais, t'inquiète pas, accroche-toi, reste fidèle à toi-même, fais-toi confiance, t'es pas tout seul. Merci Bastien. Avec plaisir, merci à toi. Alors, faut que t'écrives un petit mot qui t'inspire, enfin une petite phrase pour l'invité d'après. Regarde pas, ça c'est le billet d'avant que tu peux lire de mon invité avant toi. Ouh là là, bah elle était beaucoup plus inspirée que moi. Et si tu voyais tes relations avec les autres comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi, oh c'est profond, hein. La personne avant toi était très inspirée. Ouais. J'étais en recherche d'amour, d'attention perpétuelle et je le recherchais vers les autres. C'est ce que je voulais et je le recherchais envers les autres et en fait je les recherchais pas forcément vers de bonnes personnes. Je recherche de l'attention envers les autres que tu peux toi-même te donner. Ouais, parce que j'avais voilà, exactement. Tu le cherches en fait à l'extérieur. Je le cherche à l'extérieur alors que je peux me le donner à moi-même aussi. Ouais. Ça pourrait limite être une drogue, une addiction de vouloir plaire aux gens et tout et pour être aimé ou faire partie en fait du clan ou du truc comme ça, il faut par exemple que je me drogue parce que tout le monde voilà, exactement, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, j'ai compris plus tard que si tu cherches l'amour, mais en fait, faut déjà t'aimer toi-même. Et en t'aimant toi-même, tu te respectes, qu'on parlait avant, tu vois, de respect et tout ça. Et si tu te respectes, tu laisses pas n'importe qui dans ta vie. Qui te respecte pas, en fait, tu vas directement le sentir, puis ça sera directement pas ok, en fait. Tu vas pas laisser des limites comme ça jusqu'à que ça se dépasse. J'ai ces valeurs, tu les as dépassées, c'est gros ciao, quoi. Ouais. C'est encore plus simple, j'ai envie de dire, quand t'as des enfants. Tu peux pas dire à tes enfants quelque chose, puis toi tu fais le contraire, tu vois ce que je veux dire. Donc tu dois montrer l'exemple. Et il faut montrer le bon exemple en ayant des relations saines. C'est aussi, ça revient aussi à avoir de l'attention, de l'amour envers les gens, de dire, te rendre intéressant. Pour être aimé, en fait, finalement. Être aimé. Ouais, voilà. C'est ça, hein. Donc, c'est toujours, en fait, on fait souvent tout, en fait. C'est un manque d'amour qu'on a vers soi-même. Exactement. Et puis qu'on cherche, en fait, tout le temps à l'extérieur. Ouais, c'est ça? Ouais. Bon, bah, parfait. Encore juste la petite carte que tu avais tirée, âme chamane. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps, de retrouver ton intuition et ta créativité, de calmer ton anxiété et ton stress. Donc, il me reste plus qu'à courir à poil. Voilà, donc tu pars de chez moi pieds nus dans les champs. Donc, mais ça me parle, hein. Ça te parle? Ça me parle, bah oui, mais c'est, tu vois, ça parle de retrouver une créativité, d'être moins stressé et tout ça. Un calme intérieur. Un calme intérieur, c'est ce que je suis en perpétuelle recherche, tu vois. Alors, si on me conseille de me balader à poil pour le faire. Pieds nus dans l'herbe. Pourquoi pas, ouais. Donc, voilà. Reconnecter avec les instincts primaires. Ben, c'est ça, des fois, c'est tout bête, hein. Ouais. Ah ouais. Et plus dans l'instant présent aussi, enfin, dans ces moments-là. Ouais. Ce serait quelque chose de bien. C'est vrai que si c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Oui, complètement. Bah, je te remercie beaucoup, Bastien, d'être venu sur mon podcast, pour ton authenticité et tout. Et puis, tout ce que tu nous as donné. Merci. Bah, c'était cool. Hein. C'était cool, hein. Ça me ferait faire un canapé. Exactement. Canapé. Vision, là. Il nous fout la paix comme ça, mais il est juste pas dans le cadre. Tant mieux. C'est parfait. Ok, ouais, sinon c'est moins de 18. Là, oui, tout à fait. J'ai déjà dû couper ça dans un podcast. Allez, c'est reparti.